RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes bel et bien sur Bossolo Télévision, c'est votre tribune d'expression libre. À vous la parole, cette mission d'interaction avec l'invité auquel nous cherchons à en savoir un peu plus sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle qui prévaut en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que l'actualité reste dominée sur la sortie officielle de la plateforme politique Union Sacrée déjà pour ce 29 avril au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les gens se mobilisent et des stratégies se peaufinent, c'est là pour la réussite totale de cette activité, mais également sur le plan national, sur le plan régional. Il y a des attaques, il y a des démissions au sein de forces qui ont choisi la RDC pour prêter main forte afin que l'insécurité à l'est du pays trouve des réponses appropriées. Au-delà de tout ça, il y a également l'UGF, l'inspection générale des finances, qui vient de publier un rapport accablant sur la paye des fonctionnaires de l'État. Toutes ces questions, c'est à avoir de réponse dans cet échange démocratique avec un invité de marque qui nous fait honneur dans cette tribune d'expression démocratique. À vous la parole qui vous propose Bossolo Télévision. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir sur cette tribune le président national de la Convention des Congolais Unis, président du conseil d'administration de la ligne maritime aérienne, aussi député congolaise et aussi député national. Il est pressé à parler. Il s'appelle Monsieur Lambert Mende Omalanga, élu des Sankourou, si je m'abuse. Exactement, de l'Odja spécifiquement. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Comment vous vous portez? Très bien. Est-ce que vous ressemblez à Mende qu'on a connu vers l'an 2018-2017? Toujours le même, rien n'a changé, à part quelques mois, quelques années qui sont passées là-dessus. Alors aujourd'hui, l'actualité reste dominée dans la sphère politique congolaise. D'abord, vous connaissez les échéances électorales pointent à l'horizon et dans cette fièvre-là, nous avons connu l'opération d'enrôlement des électeurs dans votre fief électoral et aussi dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le président de la CENI avait donné les tons et il y a eu effectivement opération d'enrôlement et d'identification des électeurs malgré que dans certaines zones, il n'y a pas eu enrôlement. Et s'il faut faire un aperçu général de cette opération, Mende Omalanga, que direz-vous? Je dirais que tant bien que mal, l'opération d'enrôlement s'est déroulée et c'est tout à l'honneur de la commission électorale nationale indépendante. Elle a pris un pari assez risqué dans un pays aussi vaste que celui-ci et ma foi, il faut dire que elle a réussi dans les limites du possible et je dois absolument l'en féliciter. Moi-même, je suis allé le faire enrôler dans ma circonscription qui est à quelques milliers de kilomètres de la capitale. J'ai vu tous ces jeunes gens qu'ils ont déployés un peu partout, toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Je faisais remonter certaines plaintes ici. J'ai vu les solutions ou les esquisses de solutions qu'ils essayaient d'y apporter. Et ma foi, en attendant qu'ils nous amènent ce rapport au Parlement pour obtenir la loi sur la répartition des sièges, je dois dire que les choses se sont passées aussi correctement que possible. Alors aujourd'hui, la CENI se félicite d'avoir enrôlé plus de 45 millions d'électeurs. Donc c'est déjà un chiffre encourageant pour la tenue des élections. Mais une élection qui ne semble pas convaincre certains adversaires, surtout certains composantes politiques, comme quoi il y aurait glissement, comme quoi il y aurait dialogue. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une option à prendre à l'heure actuelle? Je pense que la CENI en attendait 49 millions. Ils ont fait 45 millions dans un pays où il y a une guerre atroce qui nous est imposée dans une partie du pays. Cette performance de 45 millions sur 49 millions me paraît assez importante pour être considérée comme
une victoire. Je pense qu'ils ont réussi. Au-delà de la victoire, il y a aussi les contraintes, il faudra relever. Alors, ceux qui disent qu'ils ne veulent pas participer, vous savez, l'élection dans le droit positif congolais, ce n'est pas une exigence. On peut aller à l'élection, on peut ne pas y aller. Et donc, s'il y a des gens qui ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils ne sont pas prêts, libre à eux. Mais je considère que sur 49 millions, que 45 millions se soient déclarés prêts à exercer leurs droits de citoyens, c'est quelque chose qui indique que à plus de 90%, les Congolais sont prêts à répondre à ce devoir civique. À une nation dite démocratique, vous pensez qu'une frange de la population ne participe pas à une échéance électorale? Ça sert à quoi la crédibilité de cette échéance? Tout dépend de la significativité de cette frange. 45 millions. Je parle des opposants qui ne sont pas d'accord, peut-être par rapport à la configuration de la CENI, la manière dont les choses se sont déroulées et la manière dont les opérations se sont déroulées avec les enrôlements des mineurs, avec les enrôlements de ceux qui ne sont pas congolais. Ça, ce sont des considérations. Je pense qu'on va vite en besogne parce que parler des enrôlements des mineurs, de ceux qui n'auraient pas dû être enrôlés, c'est un débat qu'on peut avoir après le nettoyage du fichier qui n'a pas encore eu lieu, à ma connaissance. Je pense que c'est lorsqu'on nettoie un fichier électoral qu'on peut s'apercevoir s'il y a eu effectivement un nombre important de personnes ne devant pas être enrôlées qui ont pu être enrôlées. C'est une étape qui est prévue dans le processus d'enrôlement. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut attendre que ce nettoyage puisse se faire pour accuser la CENI de je ne sais quelle forfaiture. Alors, vous êtes membre de l'Union sacrée, si je dois le dire ainsi, oui. Hier du Front commun pour le Congo. Aujourd'hui, oui. Pourquoi cet revirement? Les raisons ont été expliquées sur ce plateau. Nous avons décidé librement, il y a 2 ans, je pense, de quitter le Front commun pour le Congo pour l'Union sacrée de la nation parce que le président Félix Tshisekedi, qui était avec nous en alliance, avait considéré que la façon dont les connexions étaient faites entre... Vous parlez de quelle alliance, M. Mende? FCC cache, naturellement. Nous avons une alliance avec Félix Tshisekedi. Il vous avez fait de son partenaire. Bien sûr. Voilà. Il y a eu des critiques vis-à-vis de la façon dont cette alliance était portée et nous avons estimé qu'il avait raison de trouver questionnable cette façon de porter les alliances. Nous ne sommes pas sortis de cette logique-là. On a compris qu'il faut continuer à travailler ensemble. Il n'y a rien de changé. Rien de nouveau sous le soleil. C'est tous les Congolais qui se mettent ensemble. Bien sûr, il y a une partie de FCC qui est restée à côté, mais en toute démocratie, comme vous l'avez dit, l'existence d'une opposition n'est pas quelque chose qui devrait nous énerver outre mesure. Est-ce que vous avez accueilli à bras ouverts ou soit il y a encore des réticences à l'interne quand on voit un Mende qui hier était du Front commun pour le Congo débarquer d'emblée à l'Union sacrée? Est-ce qu'il y a des réticences? On s'est dit, mais est-ce qu'il est venu lorgner et puis répartir, ou soit il est venu véritablement servir la nation aussi et prôner les intérêts de la nation? De telles réticences seraient, ma foi, assez contradictoires par rapport à l'idée même de l'Union sacrée de la part de celui qui a lancé cette idée. Mais vous avez aussi des critiques acerbes de l'endroit de ceux qui vous ont vu hier de l'autre côté aussi changer des camps. C'est ceux qui sont restés qui émettent des critiques. Ceux que j'ai rejoints dans l'Union sacrée se félicitent de m'avoir eu, avec d'autres camarades, une majorité d'ailleurs, d'élus de l'ancien FCC qui ont débarqué avec armes et bagages dans l'Union sacrée de la nation et nous les attendons à bras ouverts. La critique est toujours aisée, vous savez. Vous parlez, ceux qui vous ont reçu, c'est réjoui d'avoir Mende comme étant meilleur joueur. Pas m'avoir moi, mais d'avoir un nombre significatif d'élus de l'ancienne majorité parlementaire qui a compris le message du président pour élargir sa base de gouvernance. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous représenterez à l'Union sacrée tant que Mende Omalanga? Je représente une force de proposition. Dans une démocratie, il est important que les idées puissent se mettre ensemble pour pousser l'attelage vers l'avant. Et donc, il est important que des idées puissent se regrouper dans le bon sens. Je pense qu'il est important que chacun qui vient apporte une pierre à la construction de l'édifice commun. Aujourd'hui, encore, il y a des gens de l'ancienne majorité qui nous rejoignent, qui se rendent compte que nous avions tout à fait raison de quitter le navire à l'époque où nous l'avions quitté
et qui donne raison donc à la démarche qui fut la nôtre. Et ça sera comme ça dans la vie politique congolaise. Le politicien qui navigue de part d'autre, si ça ne marche pas, on change de cap. Ou soit c'est vraiment l'idéal politique qui vous amène. Pourquoi réduisez-vous cela à la vie politique congolaise? Moi qui ai fait le tour du monde entier, je sais que la transhumance politique est une donnée qui existe partout. Et on ne peut pas rester constant. Que ce soit en Belgique, que ce soit aux États-Unis. Et la constance n'est pas, c'est pas. Qu'est-ce que vous appelez constance? La constance vis-à-vis de quoi, monsieur? La constance, c'est vis-à-vis d'un idéal. Moi, je suis lumumbiste. Dès lors qu'il y a un idéal lumumbiste, nationaliste, quelque part, je m'accroche à cela. Lorsque un républicain aux États-Unis rejoint un président démocrate parce que l'intérêt des États-Unis est en cause, est-ce qu'il est inconstant ou constant? Il est constant parce qu'il voit l'intérêt de l'Amérique. Moi, je vois l'intérêt du Congo, pas l'intérêt des individus. Je suis désolé. Que les autres ne défendaient pas l'intérêt du Congo hier. Aujourd'hui, vous avez vu que les intérêts du Congo. C'est pas les individus qui défendent les intérêts. Tout dépend du programme. Mais c'est ce que j'ai même dit tout à l'heure. Vous avez vu les intérêts du Congo qui n'étaient pas défendus. C'est les intérêts du Congo, mais vous parlez des individus. Moi, je ne vois pas les individus. Les intérêts du Congo n'étaient pas défendus hier, que vous défendez aujourd'hui. Bien sûr. Je dis que les intérêts du Congo peuvent être défendus par n'importe quel Congolais. Cher ami, qui vous dit que le Congolais X ne peut pas défendre les intérêts du Congo comme le Congolais Y hier? C'est défendu mieux aujourd'hui qu'hier. Je n'ai pas dit que c'est mieux ou que ce n'est pas mieux. Aujourd'hui, comme hier, les intérêts du Congo doivent être défendus. Le Congo est plus important que les individus. Il faut arrêter cette patrimonialisation d'un pays. Le Congo appartient à tous ses enfants et il est important que si aujourd'hui un citoyen X défend les intérêts du Congo, que d'autres Congolais se rejoignent à lui pour pousser la barque vers des rives qui sont acceptables pour l'ensemble des Congolais. Rien à voir avec la nature de la personne X, Y ou Z. On n'a pas cité les noms des gens. Voilà. On a juste parlé de ce que vous avez. Non, parce que la tendance souvent est de personnaliser. Je suis dans des propos. On aime souvent les istes. Non, je suis dans les propos. Je suis dans les propos, monsieur. S'il y a des istes, moi je suis lumumbiste parce qu'il est déjà mort. Ce qui est vrai. C'est une idée que moi je défends. Ce qui est vrai, vous avez choisi le bon côté de l'histoire parce que vous allez vous réunir le 29 avril au stade de Martyrs. La mobilisation, comment ça se présente? La mobilisation va son bonhomme de chemin. Je viens d'une réunion de mobilisation. Je suis sûr que demain, si tout se passe bien, nous serons nombreux dans ce stade des martyrs de la Pentecôte pour deux choses. Premièrement, la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation du président Félix Antoine Tshisekedi. Deuxièmement, l'expression d'un message de solidarité envers les populations congolaises de l'Est de la République qui sont en train de ployer sous une agression la plus sauvage, la plus cruelle de la part du régime rwandais et de son président, M. Paul Kagame, qui n'a eu de cesse depuis 30 ans de nous rentrer dedans comme si, sans nous, il ne pouvait pas résoudre les problèmes de sa propre survie. L'idéal, c'était quoi? De remplir le stade avec des drapelés soutenant tel parti politique. Vous êtes le président de CCU. Quand vous voyez le public venir de partout, des 24 communes de la capitale Kinshasa pour remplir le stade de Martyrs, vous serez content. Mais au finish, ça sera pour quel message? Pour l'idée que vous avez vu, vous avez dit, ce que vous avez fait avant, c'était pas suffisant. Il fallait aller au stade pour remplir afin de faire passer quel message? Parce que on vous a vu, vous êtes signateur de la charte de l'Union sacrée. La charte dit autre chose et les rassemblements du stade de Martyrs dit quoi? La charte a été signée par les dirigeants des partis politiques. Permettez du peu, mais c'est quand même un nombre assez réduit de personnalités. 200, 300, 400 personnes, tout au plus. Le stade, c'est 80 à 100 000 personnes. Je suis sûr que le stade demain va déborder. On sera au-delà de ce nombre. Donc vous êtes dans le débordement. C'est tout ce qui intéresse l'Union sacrée. Pas tout ce qui intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de nous prouver à nous-mêmes que nous sommes suivis par un nombre significatif de Congolais. Vous avez des doutes pour ça? Mais non. Avant d'aller au stade? C'est une opération qui est protocolaire. Lorsqu'un parti politique en année électorale se met en place, lorsqu'un regroupement, lorsqu'une plateforme se met en place, il est de coutume que dans une cérémonie,
il ou elle se présente à l'opinion publique pour dire « je suis là, nous sommes là, voici notre programme et voici le schéma pour y arriver ». Et donc, avoir un nombre important de gens qui viennent vous écouter sans y être forcés, je pense que c'est une indication déjà première qu'ils adhèrent à l'idéal que vous poursuivez et ça suffit à notre bonheur. Les à côté, on verra comment est-ce que la mobilisation se passe, mais l'idéal c'est d'abord de remplir les stades et de faire passer son message. Mais à côté, quand on voit le présidium de l'Union Sacrée, oui. Quel est le problème que ça C'est une question que je vous pose, Monsieur Mende. Oui. Vous voyez le présidium de l'Union Sacrée, cette configuration, vous aspire quelle confiance? Mais il n'y a pas à faire de commentaires là-dessus. Chacun fait son lit comme il veut se coucher. C'est de cette façon-là que nous avons estimé qu'il fallait que nous puissions organiser notre plateforme et nous l'avons organisée comme ça. Et il y a un consensus pour dégager ces membres du présidium? Mais s'il n'y avait pas un consensus, j'aurais émis des critiques. Mais s'il y a d'autres qui émettent des critiques, jusqu'aujourd'hui, je n'entends des critiques que de la part de l'opposition, pas dans nos rangs. Donc, cela m'importe peu. Pour ceux qui sont contre nous, quoi que nous fassions, il y aura toujours quelque chose à redire. Mais nous qui sommes là-dedans, nous n'avons rien émis comme critique par rapport à cela. Alors, on vient je rentre un peu dans le cadre de la configuration politique actuelle. On parle de la géopolitique, on parle de tout ce qu'on peut parler, pour se ressembler, pour donner l'identité de ce qu'on veut proposer à la population dans la gouvernance de la Res Publica. Aujourd'hui, Lambert Mende, il est PCA la régie de voies maritimes. Aux lignes maritimes congolaises, excusez. Et aujourd'hui, vous pilotez aux destinées de cette entreprise étant que acteur politique allié de l'Union Sacrée, ou soit on vous prend eu égard à votre compétence. Je suis entré à la présidence des lignes maritimes congolaises lorsque l'Union Sacrée n'existait pas encore. Le président Félix Tshisekedi m'a nommé président des lignes maritimes congolaises sur proposition de son prédécesseur, Joseph Kabila. Parce qu'il y avait encore FCC et Cash. C'est tout dire. Et on vous a maintenu. Et on m'a maintenu. Quelles sont les motivations? Vous avez mérité. Il faut demander à celui qui m'a maintenu. Je n'ai pas à me juger moi-même. Alors, Monsieur Lambert Mende Omalanga, l'actualité, c'est aussi la démission du commandant en chef de l'EAC, qui a quitté de son propre gré ou pas, on ne sait pas, une force qui semblait porter espoir après avoir ratifié à plusieurs accords pour que la paix revienne à l'est du pays. Cette attitude. La démission, c'est un acte volontaire. Lorsque ce général kényan décide de jeter l'éponge et de quitter l'East African Community, il le fait parce que il n'est pas d'accord avec les critiques que le gouvernement congolais a émises par rapport à la façon dont se déploie l'East African Community sous son commandement. Le gouvernement n'a pas le droit de faire des critiques? Mais je voudrais terminer mon raisonnement. Le gouvernement fait des critiques conformément au point de vue de l'opinion publique congolaise. L'opinion publique congolaise n'a pas été satisfaite, et moi aussi, de la manière dont l'East African Community, venue théoriquement avec une mission d'imposer le désarmement, de développer une action offensive vis-à-vis de quiconque résisterait à ce rétablissement de la paix à l'est de la République, se comporte en réalité comme une force d'interposition et donne l'impression de collaborer avec l'agresseur. Des critiques ont fusé partout. Et il y a un constat, préalable. Oui, il y a eu un constat réel. Et le gouvernement s'est fait l'écho de ces critiques. Et le gouvernement a recadré les choses. Et je pense que cette espèce de litige qui est né entre le commandant de l'East African Community et le gouvernement démontre que le gouvernement est sur la bonne voie, que le gouvernement est à l'écoute des intérêts du peuple congolais qui a souhaité qu'il y ait plutôt un mandat offensif et non pas un mandat d'interposition qui risquait de nous mettre dans une situation où on voulait créer comme des zones tampons entre les agresseurs et nous, ce qui revenait à favoriser le plan funeste de balkanisation
de la République démocratique du Congo. Donc, il faut féliciter le gouvernement. Mais nous sommes dans cette démarche-là parce qu'aujourd'hui, on voit il y a certains territoires où les FARDC sont inopérationnels, là où la force régionale est en train de surveiller. Est-ce que l'option de ratifier à cet accord était salutaire pour la RDC? Mais si aujourd'hui le commandant de la force a démissionné, c'est que la mise en œuvre de la force ne s'est pas faite conformément à l'option prise par le gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement... Et ça sera quoi la nouvelle donne? Attendez, laissez-moi terminer. C'est parce que le gouvernement lui a rappelé qu'il s'écartait des options fondamentales que cet officier a démissionné, puisqu'il est au service du gouvernement. Et donc, on lui a dit qu'il s'écartait de l'option et que donc, il fallait absolument qu'il jette l'éponge. Et il a jeté l'éponge. Donc, probablement, le gouvernement va avoir le moyen de se voir désigner un autre officier dans l'espoir que cet officier suivra les options qui ne sont pas nécessairement celles de mettre en place une zone tampon qui revient à faire le jeu de ceux qui voudraient balkaniser la République démocratique du Congo. Mais dans l'entretemps, Paul Kagame continue avec ses exactions à l'est du pays. Je n'ai pas justifié les actions d'un criminel comme Paul Kagame. Je les condamne, vous les condamnez, tous les Congolais le condamnent. Paul Kagame, bientôt, va entrer dans la poubelle de l'histoire. Donc, ne me demandez pas de justifier ces actions. Mais aujourd'hui, quand on voit Mouchigouabo à la tête de l'EIF, ça prêterait pas confusion, M. Mindé. Il faut demander ça au président Macron. Nous avons appris avec une grande surprise, qu'on voulait forcer même notre administration électorale à présenter les rapports qu'il va venir présenter au Parlement, oui, à l'Organisation internationale de la francophonie. C'est ce qui a été demandé. Lorsque nous regardons celui qui est ou celle qui est à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, excusez du peu, c'est Louise Mushikiwabo, qui est membre de la phalange, on va dire, la plus extrémiste, pour employer une sorte d'euphémisme, la plus extrémiste du FPR rwandais. Et donc, ça, nous revenons un peu au schéma que nous avons, duquel nous sommes sortis, où on nous obligeait de présenter la liste des armes que nous voulions acheter. C'était une sorte d'embargo déguisé. Donc, on veut nous mettre sous la coupe de l'ennemi qui nous agresse. Donc, présenter notre liste à une organisation internationale de la francophonie dirigée par une phalangiste rwandaise, c'est nous amener à présenter à Kagame la liste de nos électeurs, comme lui demander de contrôler nos élections. Nous ne pouvons pas conseiller, moi comme législateur, je ne peux pas, je me refuse à conseiller au gouvernement de mon pays d'adhérer à ce schéma-là, de présenter la liste de nos électeurs ou les rapports de l'administration électorale à une organisation internationale dirigée par une phalangiste pro-Kagame. Ça, en tout cas, je ne l'accepte pas et c'est le point de vue de grande majorité d'élus au Parlement. Ah là, vous le dites, mais vous ne dites pas la décision. Vous n'avez pas la décision. C'est le gouvernement qui Et qu'est-ce que le gouvernement pense à ces sujets? Bien sûr, je parle ici pour que le gouvernement puisse inciter le gouvernement. La température. Je dis au gouvernement qu'il faut éviter cela. Ça, c'est mon rôle. Moi, je n'ai pas à décider. C'est au gouvernement à décider, mais nous nous opposons catégoriquement à ce qu'une phalangiste de Kagame puisse contrôler, ne fût-ce que de manière même symbolique, le processus électoral en République démocratique du Congo, puisque c'est notre agresseur. On ne peut pas lui donner cette possibilité-là de le faire. Mais vos déclarations... C'est comme si on faisait le jeu. Vos déclarations semblent comme si on faisait le jeu de nos agresseurs. Mais vos déclarations semblent comme des pétards mouillés. Et pourquoi vous n'allez pas directement à des faits, quitter la francophonie une fois pour toutes? Ça donnerait quand même de l'écho. La francophonie n'appartient ni à Mushikiwabo, ni à Macron, ni à qui que ce soit. Mais la présence à tous les pays membres de cette organisation. Mais faites une action courageuse. On a vu le Premier ministre lors d'un sommet, il a quitté et il n'a pas pu prendre la photo avec Paul Kagame. Oui, c'est une action courageuse. Mais vous êtes le législateur, vous pouvez impulser une action au sein du Parlement pour quitter cette organisation qui est en train de... dire, mais je suis pas moi tout seul le Parlement. Attention. Alors, monsieur Lambert Mende, nous rentrons dans les cadres... Nous sommes 500. Vous êtes 500, mais vous êtes quand même influent. Ouais. Nous rentrons dans les cadres de l'actualité. Comme on a parlé tantôt des unions sacrées aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo, au-delà de tout ce qu'il peut représenter, il a élevé Simon Kimbangu
Il a même donné une journée après le concours de l'Assemblée nationale de vous parlementaires, et une journée fériée et chômée. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a arraché plusieurs histoires au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, on parle de Kagame, mais quand on ne parlait pas de lui hier. Aujourd'hui, certaines histoires se dévoilent, mais il y a quand même un problème. Qu'est-ce que le chef de l'État doit faire pour se faire bien entourer? Non, ce qu'il fait est déjà bien fait. Simon Kimbangu, je l'ai dit même dans votre tribune ici, il y a quelques mois, est un des héros dont l'Afrique doit être fière. Nous avons... Et cette reconnaissance-là, son pesant d'or. Nous avons avec raison salué l'héroïsme de Nelson Mandela, qui a fait 26 ans en prison en Afrique du Sud, mais nous avons oublié un peu vite que nous avions ici, en République démocratique du Congo, en 1921, donc peut-être 4 décennies avant Nelson Mandela, un Congolais qui a fait la prison en pleine période coloniale, qui est mort en prison parce qu'on l'a condamné en 1921 à Banzangou, et il est mort en 1951 à Elisabethville en prison. Ça veut dire qu'il a fait 30 ans, ça veut dire 4 ans de plus que Nelson Mandela. Donc Simon Kimbangu a fait plus d'années en prison. C'est le plus vieux prisonnier du monde. Et donc cet homme-là n'ait pas été élevé au rang des héros nationaux, c'était une injustice. Et que Tshisekedi ait réparé cela, nous devons saluer cela comme un acte extrêmement important. Alors aujourd'hui, l'église kimbanguiste, qu'est-ce qu'il peut rendre comme ascenseur au chef de l'État? Je ne sais pas s'il faut voir les choses au sens d'un ascenseur. Ce n'est pas à l'église kimbanguiste que Simon Kimbangu a rendu des services. Simon Kimbangu nous a rendu des services à nous tous, en nous faisant prendre conscience du fait que nous étions des hommes de chair et de sang, comme les Blancs. Donc c'est quelque chose comme Lumumba l'a fait, comme Simon Kimbangu l'a fait. Il ne s'agit pas de voir seulement la famille de Lumumba, ou voir les Kimbanguistes qui appartiennent à la famille spirituelle de Simon Kimbangu. Il faut voir la relation entre ces héros nationaux et le peuple congolais dans son ensemble. Alors, Monsieur Lambert Mende, nous sommes dans le cadre du processus électoral, hein, comme on venait de dire tantôt, mais cependant, il y a une question qui déchire la nation congolaise concernant la congolité. On a présenté ça comme ça par un de vos collègues à l'Assemblée nationale, Ntingi Pouloulou. Il a adossé une loi sur la congolité. Mais quand vous voyez cette loi de Noël Tchani, comme cela est présenté, c'est une loi qui suscite beaucoup de réactions et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous, Mende, vous scrutez la vie politique congolaise, vous avez aussi l'histoire. Vous pensez que cette loi a toute sa raison d'être? D'abord, ce n'est pas une loi sur la congolité. Je l'ai lu. La loi n'est pas une loi sur la congolité. C'est une mauvaise approche sémantique de ce texte qui a été présenté par notre collègue. On le présente comme ça pour... C'est une loi de verrouillage des accès, de l'accès aux fonctions régaliennes de l'État. C'est comme ça que ça s'appelle. D'accord. En Côte d'Ivoire, il y a une loi sur peut-être l'ivoirité. Et je comprends les gens qui s'opposent pour des raisons qui sont propres à eux, à cette initiative de Ntingi Pouloulou et du professeur Noël Tchani, qui veulent faire une sorte de jumelage frauduleux entre leur initiative et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qui a coûté près de 3000 morts, parce que on déniait la nationalité ivoirienne à certaines personnalités, dont l'actuel président Alassane Dramane Ouattara. Ça n'a rien à voir. La loi du professeur Tchani que Ntingi Pouloulou a porté, puisque M. Tchani n'est pas député, cette loi n'a rien à voir avec le fait de nier, de dénier la nationalité à qui que ce soit. Mais pourquoi ça fâche? Elle consiste simplement à réserver certaines fonctions régaliennes, des fonctions dites de souveraineté, à des personnes à loyauté non partagée. Compte tenu de l'histoire de notre pays, ce qui se passe à l'Est nous instruit suffisamment pour dire que les Congolais ont 1000 fois raison, et plus que 1000 fois raison, de faire attention avec ces principes-là. C'est mon point de vue. La loi n'ayant pas encore été débattue, je ne peux ici qu'exprimer mon point de vue. Mais ce qui m'a choqué, comme législateur dans ce pays, c'est de voir qu'il y a eu des Congolais,
et même des non-congolais, hein, vous savez, diplomates, etc., qui ont fait des pieds et des mains pour tenter d'empêcher le Parlement légitime de la République démocratique du Congo de délibérer sur une question comme celle-là, comme s'il y a des questions sur lesquelles le Parlement ne devrait pas délibérer. Alors que c'est nous, excusez-moi, c'est nous les représentants du peuple. Nous pouvons rejeter la loi, la proposition Tchani. Nous pouvons l'amender, nous pouvons l'adopter. Mais c'est nous qui sommes élus, payés et qui fonctionnons pour délibérer sur les propositions et les projets de loi. Alors depuis quand est-ce que des gens peuvent se donner la liberté ou le pouvoir d'empêcher un Parlement légitime, élu démocratiquement, de siéger et de délibérer sur une proposition, mauvaise soit-elle? C'est ça qui m'a scandalisé, qui m'a choqué. Mais personnellement, j'ai tendance à soutenir l'idée qu'il faut protéger certaines fonctions. Peut-être, je n'irai pas jusqu'à tout le nombre de toutes les fonctions qui ont été listées par M. Tchani et M. Singhi Pouloulou, mais prenez la fonction présidentielle. Dans un pays à régime présidentiel comme la République démocratique du Congo, la fonction présidentielle mérite d'être protégée comme elle l'est aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez être de père et de mère américains, encore faut-il être né sur le territoire américain. C'est la façon qu'ils ont trouvé, eux, de protéger cette fonction régalienne. Pourquoi on nous nierait à nous la possibilité de protéger une fonction aussi régalienne que celle-là? Et on n'a pas encore débattu. Voilà. Mais on voit l'issue de ces débats. On voit l'issue de ces débats. Et c'est que ça pourra susciter. Après, qu'est-ce que ça va susciter? Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà, le voix s'élève pour... Toute loi a toujours une majorité et une minorité. Pourquoi voulez-vous que ça soit une pourquoi dramatiser? Mais j'aimerais être clair envers vous. Hein. Vous voyez déjà au Katanga. Et il y a un propriétaire du Katanga. Le Katanga est une parcelle de quelqu'un. Comme cette montre m'appartient, si vous me l'arrachez, moi je vais me battre avec vous. Quelqu'un est propriétaire du Katanga pour que, s'il a un problème avec une loi, le Katanga va se révolter contre vous. Mais non, ça craint parce qu'il y a des... Et vous croyez qu'au Katanga, il n'y a personne qui est favorable à la proposition du professeur Tchani et du député Singhi Pouloulou? Et la crainte, vous le croyez? La crainte serait quoi? Ça, c'est de l'amateurisme politique. Ça n'a aucun sens de dire cela. Personne n'est propriétaire des Katangais et du Katanga. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est simplement une façon de essayer de faire peur à la République. Mais on ne fait pas peur, on ne terrorise pas la République. On fait des débats, on a même des arguments pour, des arguments contre, et on décide. Et c'est tout. Lambert Mende Omalanga, Félix Tshisekedi, son premier mandat court vers sa fin. Est-ce que le chance pour un second mandat se présente devant lui? J'ai nettement l'impression qu'il a mérité un second mandat pour les réalisations dont vous avez énuméré quelques-unes ici. On ne va pas prendre le temps d'une émission pour faire la liste de tout ce qu'il a pu faire. Ce n'est pas le moment du bilan. On n'est pas encore on n'en est pas encore à la pré-campagne ou à la campagne. Parce que vous m'aimez. Mais j'ai l'impression aussi que on lui a mis beaucoup de peau de banane sous les pieds et qu'il mérite quand même, avec la bonne volonté dont il a fait preuve, avec toutes ses décisions, le parler vrai qui a été le sien dans ce pays soumis à des convoitises de toutes sortes de la part du monde entier, parce qu'il est ce qu'il est, il mérite qu'on lui donne un second mandat, et c'est à ça que nous allons travailler, et c'est ça que nous annoncerons demain au stade de martyr de la Pentecôte. Dixit Lambert Mende Omalanga, je reçois sur ces plateaux Lambert Mende Omalanga, il est le président national de la Convention des Congolais Unis, président du conseil d'administration de la ligne maritime congolaise et aussi député national élu de l'Odja à Sankourou. Et je crois que je vous ai bien présenté, monsieur Lambert Mende, et nous acheminons vers la fin de cette exclusivité. Vous avez suivi un rapport accablant de l'inspection générale de finances, UGF, de Géla Lingueté. Oui. Il est dans des investigations qui étonnent. Aujourd'hui, on s'est dit, mais il y a eu quel bradage de l'État? Vous aviez géré à l'époque. Et aujourd'hui, quand vous voyez cet état de choses présenté par l'UGF, est-ce qu'on est prêt à construire un pays avec de tels rapports?
Est-ce qu'on est prêt à redorer les onces d'un fonctionnaire de l'État avec tout ce qu'on est en train de nous exposer par le GEF? Votre avis? Il faut féliciter l'inspection générale des finances, féliciter son premier responsable, monsieur Jules Alingueté, pour avoir mis le doigt dans l'engrenage de cette bureaucratie corrompue qui a pu comme ça siphonner des ressources, parce que quand on vous parle de 148 milliards, près de 149 milliards, au taux du jour, on approche les 70 millions de dollars mensuellement. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec un tel montant pour les infrastructures, pour les écoles, pour les hôpitaux, pour nos enfants, etc. Donc, pendant des années, il y a des gens qui ont passé leur temps à tromper les services de l'État pour pouvoir s'en mettre plein les poches. Et donc, s'il y a quelque chose dont il faut féliciter Félix-Antoine Tshisekedi, c'est d'avoir donné à l'inspection générale des finances les moyens de pouvoir produire un tel rapport qui nous met sous les yeux un des aspects les plus détestables de nous-mêmes. C'est un miroir que nous avons sous les yeux. Comment les Congolais se perçoivent, comment les Congolais se dirigent eux-mêmes. Quelqu'un qui touche 3, 4, 5 salaires, quelqu'un qui étant chargé de la comptabilité dans un ministère se permet de multiplier à l'infini le nombre d'employés fictifs pour s'en mettre plein les poches. Et je voudrais que la justice puisse reprendre le flambeau après l'inspection générale des finances pour sanctionner aussi sévèrement que possible les auteurs de ces graves délits, parce que on est là en face de délits extrêmement répréhensibles. Voilà mon point de vue. Alors je dis, Lambert Mende, s'il faut donner un sens aux fonctionnaires de l'État congolais, que devrait faire le chef de l'État, mieux le gouvernement de la République? Mais je pense que c'est déjà un pas en avant que de découvrir ce trou par lequel s'opérait un coulage aussi important des recettes affectées aux rémunérations des fonctionnaires. Si maintenant on peut reporter cette masse salariale sur l'ensemble des fonctionnaires qui sont en fonction, répartir cela, ça c'est au gouvernement à le faire, au ministère du budget, au ministère des finances, au ministère de la fonction publique. Je pense qu'il y aura une amélioration parce qu'il y aura moins de détournements et il y aura certainement beaucoup plus d'aisance dans le chef de ceux qui ont pour charge de travailler dans notre administration, dans notre armée, dans nos hôpitaux et dans nos différents services publics. Eli Sonkourou à Lodja, Eli de Lodja, Sonkourou. Est-ce que vous regrettez d'avoir quitté le FCC? Non, pas du tout. Pourquoi? C'est une question de curiosité. Non, je ne regrette pas. Mende reste toujours la personne au verbe facile? À vous de juger si mon verbe est devenu difficile ou laborieux. Mende reste toujours ce perroquet national? À vous de juger. Si quelqu'un me fait dire ce que j'ai à dire, moi je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Croyez-moi. Lambert Mende Malama, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous remercions très sincèrement de nous avoir suivis de partout à travers le monde. C'était l'honorable Lambert Mende qui nous a fait le privilège et le plaisir de participer à cette tribune d'expression républicaine et démocratique. À vous la parole. On se retrouve dans un prochain numéro sur Bosolo Télévision. Au revoir. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face
à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.